secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances. Bonjour Agnès Pannier-Runacher. Bonjour. Les premiers bilans des effets du coronavirus sur l'économie arrivent. Le tourisme notamment, on dit qu'un tiers des professionnels sont touchés. Quels sont les premiers chiffres dont vous disposez ? Alors, le chiffre qui est fiable, c'est celui que nous avons donné il y a une semaine et qui repose sur une épidémie limitée à la Chine. Et c'est 0,1% d'impact sur le PIB. Les autres chiffres qui circulent et qui sont censés donner un impact sur l'économie sont assez fantaisistes. Ouais. Nous réunissons demain les économistes de différentes publics et privés pour faire le point, mais c'est beaucoup trop tôt pour donner un impact sur l'économie française de la généralisation de cette épidémie à l'Europe. Oui. Mais quand en revanche, on a des chiffres épars. On sait par exemple, c'est Thierry Breton qui l'a dit, que on a perdu au niveau de l'Europe 2 millions de nuitées chinoises, 2 millions de nuitées à 500 € parce que ce sont plutôt des gros consommateurs. Ils payent de gros tickets, ça fait 1 milliard d'euros pour l'ensemble de l'Europe au niveau du tourisme. Après, il faut savoir raison garder, c'est-à-dire que vous avez... là, il y a une ventilation sur toute l'Europe et notamment aussi, bien sûr, sur la France, quoi. Exactement. Il faut savoir raison garder parce que l'impact, il est de différentes natures. Il y a les entreprises françaises qui travaillent en Chine, qui sont exposés. Vous avez les professionnels du tourisme, tout ce qui est événementiel, tout ce qui est traiteurs, salles de spectacle, qui sont touchés. Et puis, vous avez, troisième impact, comme les chaînes de production sont imbriquées, vous pouvez avoir des problèmes de stock, c'est-à-dire que vous attendez la pièce qui permet de finir de monter votre porte pour la livrer ensuite pour une voiture ou une pièce de moteur. Et là, on va avoir des moments peut-être un peu compliqués dans certains sites de production industrielle. Oui, d'où l'impact sur la croissance qu'a évoqué hier le ministre, Bruno Le Maire, quoi. Et pour l'instant, donc... Pour l'instant, je pense que notre rôle au gouvernement, c'est de faire en sorte d'anticiper le plus possible, et c'est pour ça que nous réunissons aujourd'hui l'ensemble des représentants de toutes les activités de l'économie pour faire en sorte de limiter l'impact sur l'économie. Alors c'est ça, parce que vous les recevez ce matin, pour la seconde fois, donc les représentants des organisations professionnelles, des acteurs économiques. Qu'est-ce que vous allez leur dire alors ? Est-ce qu'il y a, vous allez prendre leur ressenti et puis leur donner quelques conseils, quelques recommandations ? D'abord, je crois qu'il est très clair pour nous qu'il faut leur faciliter la vie et notamment éviter qu'ils se trouvent dans des situations de trésorerie restreinte, qui les amèneraient à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes décisions. Donc on est en train de regarder tout ce qui peut être fait de manière plus automatique pour leur donner plus de trésorerie, et ça peut passer par, on le sait, on repousse les échéances fiscales et sociales, mais on voudrait que ce soit plus facile et qu'il n'y ait pas besoin de demander, parce qu'on voit bien qu'on risque d'avoir un impact qui est un peu plus diffus, plus large sur l'économie. La deuxième chose, c'est évidemment de faciliter le travail partiel, le chômage partiel, de le financer, mais de mettre à profit cette activité partielle. On en a parlé avec certains industriels qui disent c'est le moment de déployer des formations professionnelles. On sait qu'on en a besoin, on a toujours du mal à les positionner dans l'année à cause de l'activité. Essayons d'être intelligents et de saisir ces moments de baisse de production pour en faire quelque chose pour les salariés. Et puis, ce que l'on souhaite, c'est anticiper les épisodes suivants. Et il faut que les filières travaillent ensemble, parce que certaines entreprises peuvent être la solution de d'autres. D'abord, il y a toutes les relations sous-traitants-donneurs d'ordre. Il ne faut pas qu'un donneur d'ordre dise à son sous-traitant « Tu m'as livré en retard, c'est scandaleux, je te donne une pénalité comme celle du contrat », puisqu'on sait tous que ce n'est pas la faute du donneur d'ordre. Donc il faut qu'il y ait un petit peu de bienveillance dans ces relations, mais c'est aussi, est-ce qu'à un moment, la pièce manquante, quelqu'un d'autre ne peut pas la fabriquer ? Oui, alors sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire que vous demandez aussi aux administrations d'être bienveillantes éventuellement sur des reports de paiement, sur l'URSSAF ou pas dans les Tout à fait, c'est-à-dire que une entreprise, elle a beaucoup de relations avec l'État. Elle paye des cotisations sociales, elle prélève la TVA, elle paye de l'impôt sur les sociétés. C'est un peu le moment de dire, au fond, peut-être que cet argent que vous avez, on ne va pas vous le demander tout de suite, mais on va un petit peu le reporter de façon à ce que vous ayez un matelas de trésorerie. Et
que vous puissiez voir venir. Oui, mais pour ça, il faut qu'il y ait des consignes en fait très claires pour ne pas que des entreprises se trouvent pénalisées par des administrations. Mais les consignes, elles sont déjà passées, je vous rassure. Elles ont été passées la semaine dernière et on va voir si on peut pas élargir. Donc les entrepreneurs, etc., les entreprises, là, elles peuvent se dire, écoutez, c'est le gouvernement qui a pris. Les entreprises, aujourd'hui, elles peuvent appeler le fisc et demander des reports d'échéances sociales et fiscales. Et la question que nous nous posons, c'est comment faire, peut-être, pour que cela soit plus automatique, c'est-à-dire qu'il n'y ait même pas besoin d'appeler. Oui. Quels sont les secteurs qui souffrent le plus de cette épidémie, en fait, pour l'instant ? Pour l'instant, en termes de chiffre d'affaires, vous avez le luxe, l'hôtellerie, tout ce qui est événementiel, et puis vous avez également le secteur de l'automobile qui est un peu touché, parce qu'il est très intriqué avec un certain nombre de plateformes de production qui sont aujourd'hui touchées. Quand l'Italie est touchée, ça veut dire que vous allez avoir des fournisseurs de pièces détachées qui ne vont pas arriver, enfin qui sont bloqués et qui risquent de donner leur livraison avec du décalage. Or, c'est une industrie qui fonctionne en temps réel. Et donc, si vous avez 2 jours, 3 jours, une semaine de décalage, vous pouvez arrêter une ligne. Oui. Est-ce qu'il pourrait y avoir un rôle joué aussi par la BPI, la fameuse Bien sûr, banque. La BPI a été actionnée. La BPI, elle irrigue l'économie avec beaucoup de financement, de prêts bancaires. Ce qu'on nous lui avons demandé, c'est de regarder si elle ne peut pas rééchelonner ses prêts. Et puis, pour l'industrie automobile, nous avions réuni déjà le 2 décembre, pas dans le cadre du coronavirus, mais parce qu'on voyait qu'il y avait une petite difficulté sur le marché de l'automobile, l'ensemble de la filière, et nous avons mis en place un système de garantie qui permet de réinjecter quasi immédiatement 150 millions d'euros pour accompagner les entreprises de l'automobile. Agnès Pannier-Runacher, donc secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Quelles sont les consignes que vous donnez aussi aux entreprises sur le télétravail ou face aux droits de retrait de certains salariés ? On l'a vu par exemple hier dans l'Essonne avec des chauffeurs de bus qui refusent en fait de travailler. Alors, le sujet, on le dit et on le répète, c'est que la contamination, elle ne se fait pas par l'air, elle se fait par des gouttelettes. Donc, il est important que chacun... Il peut y avoir des postillons aussi, en fait. C'est ce que disent les chauffeurs de bus. Oui, c'est des gouttelettes. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas l'air, et ça change tout. Vous voyez bien que ça veut dire que si vous êtes un mètre d'écart, le risque de contamination est juste inexistant. En revanche, il faut se laver les mains et il faut effectivement éviter de postillonner sur son petit camarade. Ça paraît très basique, ça paraît presque anecdotique par rapport à cette épidémie, et pourtant c'est fondamental. Donc ce que nous demandons aux entreprises, c'est de renouveler ces consignes, de ne pas se faire la bise, ne pas se serrer la main, aller se laver la main toutes les heures, et donc mettre à disposition les produits pour se laver les mains, et de préférence pas un savon que tout le monde partage, parce que sinon on rebelote. C'est plutôt un système où chacun peut prélever un petit morceau un petit bout de savon, et faire en sorte d'accompagner et de conseiller les salariés, mais avec l'appui des organisations syndicales. Mais je crois qu'il faut savoir raison garder. J'étais avec mon homologue néerlandaise hier, qui me disait, mais enfin, c'est pas tellement différent d'une grande grippe ou d'une mauvaise grippe. Et ce qu'elle dit n'est pas complètement infondé. C'est-à-dire que si on avait un compteur tous les matins dans les médias qui disait nous sommes au 1 millionième de cas de grippe, 1 millionième 100 000, 1 millionième 200 000, la grippe, c'est plus de 2 millions. D'accord, non mais c'est vrai. Plus de 2 millions de cas contaminés, plus de 9 000 morts. Oui, mais d'accord, Agnès Pannier-Runacher, sauf que dans ces conditions, vous annulez pas les matchs dans les... Parce qu'on fait notre travail, c'est-à-dire Non, mais il y a des rassemblements de plus de 5 000 personnes aussi, en fait, en lieu confiné. Mais parce qu'on fait notre travail, et notre travail, c'est de faire en sorte que on ralentisse la progression de ce virus. Et pourquoi on le ralentit ? Parce qu'on n'a pas envie, d'abord, d'avoir des gens qui rencontrent ceux qui ont la grippe dans les hôpitaux en ce moment, puisque vous savez que le pic de grippe, c'était la semaine dernière. Donc, il faut éviter de mettre une pression massive sur le système sanitaire. Il y a quand même cette autre épidémie de la grippe qu'il faut gérer. Et la deuxième chose, c'est parce que c'est notre intérêt bien compris que tout le monde ne soit pas malade au même moment. Donc, nous ralentissons le coronavirus et nous sommes aujourd'hui en phase 2. Et nous adaptons à chaque instant notre système en fonction des informations que nous avons de sa progression, des clusters, etc. Oui, alors il y a une pénurie de gel dans les pharmacies, du fameux gel hydro, que j'ai, gel désinfectant en fait des mains. Fabrication de masques aussi en question. Est-ce que vous avez un plan pour réapprovisionner justement l'ensemble en fait, du secteur ? Déjà, vous avez 4 fabricants de masques en France. Donc, la petite musique qui dit les masques viennent de Chine est absurde. Nous fabriquons nos propres masques. Pas tous quand même, si ?
Nous avons 4 sites qui fabriquent des masques. Donc on est capable, sur ces 4 sites, qui tournent aujourd'hui 24/24, de fabriquer. La deuxième chose, c'est que nous avons commandé 200 millions de masques. La troisième chose, c'est que nous avons des stocks. Ça, nous les avons commandés en France, quoi. Oui, tout à fait. 200 millions. 200 millions. Qui arriveront quand ? On a une idée Le temps de livrer. Dans donc ça arrive jours. au fil de l'eau. Ça arrive au fil de l'eau. Le sujet, c'est qu'on a un stock stratégique. C'est-à-dire que notre objectif, c'est d'avoir constamment notre niveau de stock stratégique. Donc ça, il n'y a pas de difficulté particulière. Après, il faut que les masques soient destinés aux gens qui en ont besoin. Et j'insiste sur ça parce que, et je crois que la première responsabilité collective qu'on a, c'est d'utiliser des masques, de laisser les masques aux personnes qui sont dans les hôpitaux, aux personnes qui interviennent auprès des malades. C'est eux qui sont exposés aux malades. C'est pas nous dans la rue. Ça n'a pas de sens et ce n'est pas très civil. Objectivement, on a besoin de solidarité en ce moment. Ça, c'est pour les masques. Sur les solutions hydroalcooliques, de la même manière, on a... Je vous en donnerai un petit peu, si vous voulez. Mais non, mais vous voyez, moi, je me lave les mains. Mais moi, je me lave les mains. Oui, vous lavez les mains. Oui, mais d'accord, Agnès Pannier-Runacher. Sauf que quand vous prenez en fait les transports en commun, quand vous allez au travail, vous n'avez pas partout en fait mais je vous rassure, du savon disponible. J'ai 3 enfants, un mari qui prennent les transports en commun. Voilà, c'est ça. Et alors comment font-ils ? Et donc ils se lavent les mains avant de partir, ils se lavent les mains en arrivant. En arrivant, voilà, c'est ça. Oui. Et alors, mais quand même sur l'approvisionnement des gels. Donc sur l'approvisionnement des gels, c'est aussi un des sujets dont on va parler avec les filières, puisque moi j'étais en contact hier soir avec le patron de France Industrie et la personne qui suit la filière santé, qui va nous faire un point très précis. Mais a priori, il semblerait que ce soit plus une attente, parce que comme la demande est très forte, les sites se demandent s'ils doivent livrer ou pas et comment ils doivent fonctionner par rapport à des réquisitions possibles. Mais en tout cas, on fabrique, quoi. C'est ce que vous dites. On produit, du moins. En tout cas, c'est produit. Et là aussi, je pense qu'il faut savoir raison garder. Et puis, vous connaissez la formule d'un gel hydroalcoolique. C'est très simple, en fait. C'est de l'alcool. Vous le fabriquez vous-même vous avez une recette de l'OMS qui vous explique comment le fabriquer. Ah bah voilà, il faut le dire, sur Agnès Pannier-Runacher. Non, mais il faut le dire. Dans les fameux points presse chaque jour, il faudrait donner ce type aussi d'informations, peut-être, quoi, non ? C'est diffusé. Un mot sur la réforme des retraites. Force ouvrière claque la porte de la conférence sur le financement. Les syndicats appellent à des manifestations. Est-ce que vous craignez de nouvelles mobilisations ? Écoutez, je crois que les gens qui ne soutiennent pas le projet ont tout à fait le droit de manifester et de se mobiliser. Ça, c'est la démocratie et c'est très bien que ça fonctionne. Nous, on le dit et on le redit, c'est une réforme sociale que nous faisons. C'est une réforme sociale qui bénéficie aux plus précaires, les gens qui aujourd'hui n'ont pas 1 000 € de retraite alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Ça touche les agriculteurs, beaucoup d'indépendants et surtout les femmes. Et je dis en conscience aux gens qui pensent qu'aujourd'hui ils sont en train de défendre un régime qui est meilleur que celui que nous proposons, que ce n'est pas le cas. Bon, voilà, ça, il y aura de nouveaux débats quand ça reviendra aussi à l'Assemblée. Le mot de la fin, Agnès Pannier-Runacher, avec Cécile de Ménibus. Avec l'actualité du coronavirus et forcément du 49.3, on oublie un peu le climat. Et selon une étude de 25 entreprises du CAC 40, donc Total, Natixis et Air Liquide, ne respecteraient pas les objectifs de l'accord de Paris de 2015, justement sur la lutte contre le climat. Une association veut porter plainte et aussi pointe la responsabilité de l'État. Est-ce que ça veut dire que l'État est trop laxiste ? Je ne crois pas, parce que c'est exactement le contraire que nous sommes en train de faire. Alors, nous, on est au pouvoir depuis 2017, donc on a les épaules larges, mais pas sur les 30 années qui ont précédé. Ensuite, ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est justement de pousser les entreprises à s'engager de manière plus volontaire et déterminée dans la transition écologique énergétique. Et c'est très concret. Je veux dire, ça s'est vu sur le plastique, ça s'est vu sur la fermeture des centrales à charbon. Ce sont des décisions qui n'avaient jamais été prises avant. Aujourd'hui, on travaille sur le pacte productif. Le pacte productif, c'est comment produire en France, à horizon 2025-2030, en respectant cette trajectoire carbone et en allant dans une direction où en 2050, on est ce qu'on dit neutre carbone. Oui, mais aujourd'hui, elle ne le respecte pas. Donc, ça fait. Vous dites justement, que c'est très exactement ce que nous faisons. C'est-à-dire, nous sommes en train, filière par filière, on a pris les plus émettrices. Vous savez qu'il y a 30 sites qui représentent l'essentiel une grosse partie des émissions. Site par site, filière par filière,
quels sont vos plans, messieurs les entreprises, mesdames les représentantes des entreprises, pour réduire votre trajectoire carbone. Moi, je ne vais pas regarder ce qui s'est fait dans le passé. Ce qui m'intéresse, c'est comment en 2050, on est carbone neutral, comment en 2030, on fait moins 40%, voire peut-être plus, puisque vous savez que le président de la République plaide pour qu'on remonte notre ambition, et comment on le fait, avec quel investissement et sur quelle technologie. C'est très concret. Dans l'industrie agroalimentaire, il faut ne plus utiliser d'HFC. Quelles sont les technologies alternatives pour plus utiliser d'HFC? C'est de ça que nous parlons, avec des accompagnements que nous sommes en train de réfléchir pour accélérer le passage à l'acte des entreprises. Merci beaucoup. Merci Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, d'avoir apporté aussi toutes ces précisions, évidemment, sur ce plan, parce que vous allez recevoir les organisations professionnelles et les acteurs économiques tout à l'heure. Merci. Et dans un instant, François-Xavier Bellamy, député européen et républicain, sera avec nous en direct. 7h58, c'est le Grand Matin Sud Radio. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio.